Les experts nous disent que la flambée des prix, c'est bientôt fini. Une bonne nouvelle pour 2026. Mais est-ce que c'est si simple? Derrière ce chiffre qui a l'air rassurant se cache une réalité bien plus complexe. Qu'est-ce que cette fameuse baisse de l'inflation veut vraiment dire pour le portefeuille de tout un chacun? Ok, mais avant de se jeter sur les chiffres, juste une petite pause. Posons-nous une question toute simple. Quand on parle d'économie, de pourcentage, est-ce qu'on parle vraiment de la vie des gens? Ça me fait penser à une histoire tirée d'un roman de Charles Dickens. On pose une question à une jeune fille, Sissy Jupe, un pays avec 50 millions de livres, est-ce qu'il est riche? Et sa réponse, elle est juste géniale. Elle dit « Bah, je ne saurais pas le dire. Il faudrait d'abord que je sache qui a touché l'argent et si moi, j'en ai eu un petit bout. » En gros, ce qu'elle nous dit, c'est qu'un chiffre global, une moyenne, ça ne veut rien dire si on ne sait pas qui en profite vraiment. Et cette question, qui date de plus de 150 ans, eh bien elle met d'une actualité brûlante. Parce que c'est exactement ça, l'inflation. Derrière chaque statistique, chaque pourcentage, il y a des gagnants et il y a des perdants. Alors, justement, parlons-en de ces prévisions. Pourquoi est-ce que les experts pensent que les prix vont se calmer? En fait, il y a trois grandes forces, à l'échelle mondiale, qui sont en train de pousser les prix vers le bas. 1 milliard 440 millions. Répétons-le. 1 milliard 440 millions. C'est le nombre de barils de pétrole qui sont en ce moment même en train de flotter sur les océans. Ce n'est pas juste un grand chiffre, c'est un signal très fort d'un bouleversement qui se prépare sur le marché de l'énergie. Et pour qu'on se rende bien compte, ce volume, c'est 24% de plus que la moyenne de ces 8 dernières années, c'est énorme. Le marché est, pour le dire simplement, complètement inondé de pétrole. Le résultat est donc assez logique. L'Agence internationale de l'énergie le confirme, on s'attend à un surplus massif, un excédent qui pourrait atteindre 3,8 millions de barils par jour. Et ça, mécaniquement, ça devrait faire chuter les prix de l'énergie et, par effet domino, calmer l'inflation en général. Ok, ça c'était le premier facteur. Le deuxième, il nous vient des États-Unis. Il s'agit des taux d'intérêt de leur banque centrale, la fameuse Fed. Elle a déjà commencé à les baisser et tout le monde s'accorde à dire que ce n'est que le début. Alors, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Eh bien, c'est un effet domino assez simple à comprendre. Quand les taux américains baissent, le dollar devient moins fort. Et pour le reste du monde, ça veut dire que tout ce qu'on achète en dollars, comme le pétrole justement ou plein de produits alimentaires, coûte moins cher. C'est un frein direct et très puissant à l'inflation chez nous. Et puis, il y a un troisième facteur, un peu plus géopolitique celui-là. C'est la relation, disons, compliquée entre Washington et Pékin. Si les tensions commerciales repartent de plus belle, la Chine pourrait être tentée d'inonder les autres marchés avec ses produits à prix cassés pour écouler sa surproduction, ce qui, là encore, tirerait les prix vers le bas. Bon, on a vu les grandes forces mondiales. Mais revenons à notre point de départ, à la question de Sissy Jupe. Une fois qu'on a dit que l'inflation globale pourrait ralentir, qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie de tous les jours ? Pour y répondre, les économistes ont un concept qui s'appelle l'économie de la stratification. Ça a l'air compliqué comme ça, mais l'idée est toute simple. Un même événement économique, comme une vague d'inflation, ne touche pas du tout de la même manière une personne riche et une personne modeste. Prenons un cas concret. Disons une inflation de 8%. Pour un ménage à faible revenu, où la nourriture et le loyer représentent, disons, 70% des dépenses, c'est un vrai coup dur. Maintenant, prenons un ménage très aisé. Pour lui, ces mêmes dépenses ne représentent que 20% de son budget. L'impact, il est bien plus facile à absorber. Le même chiffre, 8%, mais deux réalités complètement différentes. Et ça n'est pas tout. Il y a cette autre forme d'inflation, beaucoup plus vicieuse, qu'on appelle la cheapflation. C'est quand le prix sur l'étiquette ne change pas, mais que, tiens, le paquet de gâteaux est un peu plus léger, ou la qualité des ingrédients a baissé. En fin de compte, on paye la même chose, mais on en a moins pour son argent. Voilà le point crucial à retenir. L'inflation, ce n'est jamais neutre. Ce n'est pas juste les prix qui montent, non. C'est un mécanisme incroyablement puissant qui redistribue les cartes, qui transfère la richesse de certaines poches vers d'autres. Alors qui sont les perdants? Eh bien, ce sont celles et ceux dont la richesse est surtout en argent liquide, sur un compte courant ou un livret d'épargne. Chaque jour qui passe, l'inflation vient grignoter la valeur de cet argent. Le pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Et pendant que certains s'appauvrissent, d'autres s'enrichissent. Les gagnants, ce sont les propriétaires d'actifs. On parle d'immobilier, d'actions en bourse, d'or. La valeur de leur patrimoine, elle, a tendance à grimper avec l'inflation. Ils sont non seulement protégés, mais ils peuvent même en sortir plus riches. Et c'est là qu'on voit se dessiner un véritable piège. D'un côté, les salaires qui ont du mal à suivre l'augmentation des prix. De l'autre, l'épargne qui perd de sa valeur. Et pour beaucoup, il n'y a pas le capital nécessaire pour acheter ces fameux actifs qui protègent. Le résultat, c'est cette sensation de devoir courir de plus en plus vite, juste pour rester sur place. Bien sûr, ce serait trop simple si tout était écrit d'avance. Ce tableau ne serait pas complet si on ne parlait pas des risques, des incertitudes. Parce qu'en économie, l'avenir, personne ne le connaît vraiment. Il y a deux gros jokers qui pourraient tout changer.
Le premier, c'est assez évident, un conflit géopolitique majeur. Le second est plus inattendu. Selon une majorité d'investisseurs interrogés par la Deutsche Bank, le risque numéro 1 serait l'éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle. Et avant de conclure, un dernier point technique, mais il est hyper important. Quand les experts parlent d'une baisse de l'inflation, ils parlent de désinflation, pas de déflation. La différence ? La désinflation, c'est quand les prix continuent d'augmenter, mais plus lentement. La déflation, ce serait une vraie baisse des prix. Donc soyons clairs, on ne s'attend pas à ce que les prix reviennent à leur niveau d'avant. Et voilà, on boucle la boucle, on revient à la question si simple et si profonde de Sissi Jupp. Sa sagesse nous rappelle une vérité fondamentale. Derrière tous les grands chiffres, les moyennes, les prévisions, la seule question qui compte vraiment, c'est, concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous ? Et ça nous laisse avec une interrogation de fond. Si l'économie dans son ensemble se porte mieux, si la croissance est là, mais que dans le même temps le fossé entre les gens se creuse, alors pour qui est-ce que cette économie grandit vraiment ? C'est peut-être la seule question que les chiffres, à eux seuls, ne pourront jamais résoudre.